il y a un certain nombre d'indices de l'existence de ces trous noirs. Le trou noir, par définition, capte tout. Tout, y compris la lumière et les radiations. Autrement dit, on ne les voit pas. En plus, ils sont tout petits. Et ils sont très loin. Donc, il n'est pas question de pouvoir observer le trou noir. Peut-on observer, dans certains cas bien particuliers, ce qui se passe autour? Ceci, c'est une vue d'artiste, comme ça arrive souvent lorsque on n'a pas d'image réelle. On s'en fabrique une, en essayant que ça cadre le plus près possible avec ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut comprendre. Pour comprendre ce que c'est qu'un trou noir, il faut d'abord repartir dans le sens de l'espace-temps qui a été défini il y a maintenant pratiquement 110 ans par Einstein, avec ses théories de la relativité. On a tous gardé en mémoire qu'une force, la gravitation par exemple, la pesanteur, peut être représentée par une flèche, avec un point d'application, une direction, un sens, et puis une intensité qui va être représentée par la longueur de la flèche. En relativité, ce n'est pas du tout cela. L'espace se déforme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un espace plan ou d'autres surfaces régulières, cet espace va se déformer. Dans notre esprit, la déformation à 3 dimensions est absolument impossible à réaliser. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on parle des trous noirs et de l'espace-temps, eh bien on préfère la représenter à 2 dimensions. En fin de compte, un peu comme cet instrument qui est très agréable, mais qui permet quelquefois de se casser les jambes facilement, qui s'appelle le trampoline. On saute dessus. Bon. Maintenant, on ne va pas sauter, on va simplement regarder ce qui se passe lorsque, au milieu du trampoline, on met une masse assez importante. Eh bien, le trampoline se déforme. L'espace-temps, la gravitation, c'est une déformation. C'est ce qu'a dit Einstein. Ça revient exactement au même que la force vectorielle, d'ailleurs, au point de vue numérique. Mais c'est beaucoup plus facile à manier, surtout beaucoup plus facile à faire comprendre un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un objet arrive à côté de cet objet massif? Eh bien, comme l'espace est déformé, il va suivre la déformation de l'espace. On appelle ça les géodésiques. C'est quelque chose d'assez classique. Tant que l'objet est relativement faible en masse, la déformation va être elle aussi relativement faible. Mais lorsque l'objet est très massif, eh bien c'est un peu comme le trampoline, si on met un poids d'1 tonne dessus, eh bien il va crever. En fin de compte, quand un objet très massif se trouve dans l'espace-temps, très massif avec une forte densité, parce que s'il est très étendu, ça ne change pas grand-chose, eh bien ça va crever cet espace, et on va avoir ce trou noir, qui va engloutir tout ce qui se trouve à proximité. C'est cela la définition du trou noir, c'est comme ça qu'on le comprend. Les difficultés, ça vient après, quand on veut l'expliquer un peu plus. Effectivement, si on comprend très bien le trou qui est fait dans l'espace-temps, on ne comprend pas du tout ce qu'il y a à l'extrémité, c'est-à-dire à la fin de ce trou. On a essayé de faire une théorie qui s'appelle la gravitation quantique, qui mélange la théorie de gravitation avec la théorie quantique. C'est quelque chose d'assez compliqué qui n'est pas besoin de développer ici. Bon, ben, malheureusement, ça ne donne pas les résultats, et surtout, ça ne donne pas les résultats à l'extrémité. Une autre représentation, ici avec cette fois-ci des zones colorées, et puis vous remarquez que, et on en a découvert effectivement, puisqu'on peut repérer le mouvement des objets autour de ces trous noirs, c'est d'ailleurs comme ça qu'on repère les trous noirs. Avec le mouvement de ces objets, eh bien il arrive quelquefois qu'il y ait 2 trous noirs, l'un à côté de l'autre. Et l'un qui est en rotation vis-à-vis de l'autre. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que l'attraction de ces 2 trous noirs va permettre de connaître les caractéristiques de ces trous noirs beaucoup plus facilement que lorsqu'il y a à côté d'un trou noir une simple étoile, la différence de masse étant assez importante. En mécanique, c'est une expérience qu'on fait assez facilement et qui ça a permis de mesurer dans l'espace des quantités de données. Lorsqu'on a 2 objets l'un avec l'autre, l'un tournant autour de l'autre, on est capable de connaître les caractéristiques des 2 objets sans avoir besoin de les mesurer. Il suffit de connaître leur trajectoire. À partir de ces trajectoires, on en déduit la masse respective des 2 objets, leur distance, etc. La vitesse étant donnée, elle, directement par des mesures.
Donc là, le trou noir, c'est avantageux. Qu'est-ce qui se passe lorsque un objet, une étoile par exemple, arrive à côté d'un trou noir? Le trou noir, vous voyez au centre. Eh bien, du fait de la différence énorme de gravitation, de facteur de gravitation, l'étoile est littéralement déchiquetée. Vous la voyez tout à fait en haut, ici. Elle arrive tranquillement, sans se tenter de dire, elle ne sait pas ce qui attend. Et puis au fur et à mesure qu'elle approche du coup de trou noir, elle se déforme, elle s'allonge. C'est un peu contesté, ceci, on dit que la déformation se fait dans tous les sens. Là, ça se fait dans un seul sens. Mais c'est difficile à représenter avec toujours cette vue d'artiste. Et enfin, elle finit complètement écharpée et elle tombe dans le trou noir et elle disparaît. Du fait de l'attraction gigantesque qui s'exerce sur ces étoiles, elles émettent beaucoup de radiation. Là, vous avez des photographies d'un trou noir. Alors, vous avez la photographie en haut, les deux qui sont en haut, c'est en ultraviolet. Les deux qui sont en bas, c'est en visible plus infrarouge. Vous regardez ici, ça c'est une étoile qui a la chance d'être suffisamment éloignée, ça et ça c'est la même, et c'est la même ici et ici. Vous remarquez une différence de définition, l'ultraviolet, la définition est moins bonne. Bon, ça ne change rien au principe, ça ne change rien non plus à ce qui se passe. Eh bien, l'étoile que nous avons ici, qui est pratiquement invisible en ultraviolet, devient extrêmement brillante. L'explication qui a été donnée, ben, c'est qu'elle est en train de se faire bouffer par un trou noir. Et par conséquent, elle crache tout ce qu'elle fait. En visible et en infrarouge, la luminosité a considérablement augmenté, mais pas dans les mêmes proportions. D'ailleurs, c'est grâce au visible et à l'infrarouge qu'on a pu voir cette étoile, parce qu'en ultraviolet, elle est totalement transparente en premier cas. Alors, ça montre la présence du trou noir. Un certain nombre de savants se sont intéressés de très près au trou noir. En voici un ici, Clifford Wade. C'est lui qui a prédit, à partir des équations de la relativité générale, lorsqu'il y a une courbure de l'espace-temps, la possibilité qu'il y ait des trous noirs. En fin de compte, c'est en quelque sorte le père moderne de ces trous noirs. Le deuxième a poussé un peu plus loin. C'est lui qui a déterminé les trous noirs en rotation. Il y a des trous noirs qui ne tournent pas, et il y en a d'autres qui tournent. Ça peut paraître curieux, mais dans un sens, c'est tout à fait normal. Moi, ce qui me paraît le plus curieux, c'est qu'un trou noir ne tourne pas, alors qu'en principe, l'objet, l'étoile qui a donné naissance à ce trou noir, est toujours en rotation. Bon, il arrive quelquefois, sans doute, que ça se bloque. Eh bien, le trou noir en rotation s'appelle un trou noir de Kerr. Alors, il a déterminé un certain nombre de choses. Le diagramme, je ne vous montrerai pas des diagrammes de Penrose-Carter, mais simplement de Penrose, ça suffit. Voilà. Et puis le principe anthropique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe anthropique est un principe très simple. Étant donné que nous existons, c'est que l'univers, tout au moins localement, a des conditions qui permettent notre existence. Effectivement, la structure de l'univers tient un certain nombre de constantes. Nous les verrons tout à l'heure. Pas les valeurs, simplement le nom de ces constantes. Et il est facile de démontrer en physique que si les constantes n'étaient pas exactement ce qu'elles sont en valeur numérique, eh bien, la matière n'existerait pas. Les atomes n'auraient pas pu se former. Alors lui, il pense tout simplement que l'univers est fait pour nous et nous sommes faits pour l'univers. C'est logique. Dire qu'on est seul, ça c'est une autre chose. Il y en a peut-être d'autres civilisations qui existent ailleurs, mais vraiment très lointains. Et par conséquent, on n'a jamais pu en détecter jusqu'à maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit être très très rare. La vie peut être très répandue, mais la vie évoluée doit être très très rare. C'est le principe anthropique. L'univers est fait pour l'homme. Et pourtant, ces deux personnes ont été précédées par d'autres. Là, vous avez à mon avis, le plus grand mathématicien qui n'ait jamais existé, c'est Laplace. C'était un as de mathématiques et de physique aussi, surtout à une époque où il fallait se taper tous les calculs à la main. Eh bien lui, il arrivait à les faire sans aucun problème et beaucoup plus rapidement, et surtout il était capable de résoudre des équations que tout le monde n'avait pas réussi à faire. Laplace, c'était un savant qui vivait à l'époque de Napoléon Ier. Et il a donné comme hypothèse qu'il pouvait exister des objets tellement denses qu'ils attirent tout.
et qui, en fin de compte, englobe tout. En fin de compte, il avait trouvé, sans le dire, le trou noir. Par contre, il n'avait pas compris que la lumière pouvait être aussi captée, parce qu'à cette époque, on ne savait pas exactement comment était la lumière. On hésitait entre la lumière géométrique, les photons, et puis la lumière ondulatoire, qui permettait d'avoir les diffractions et autre chose de ce genre. Donc c'est lui, en fin de compte, qui en a parlé pour la première fois. Voilà. Et puis second, évidemment, c'est Einstein, parce qu'avec lui, eh bien, on a étendu la notion de trou noir à la lumière, à la capture de la lumière. La déviation de la lumière par un objet matériel, c'est les équations d'Einstein qui l'ont dit. Et c'était d'ailleurs une des premières vérifications de la théorie d'Einstein en 1915, lorsque, au cours d'une éclipse, on a pu voir qu'une étoile qui était située en principe derrière le Soleil devenait visible. Si la lumière se propageait en ligne droite, on n'aurait pas vu le Soleil masqué. Avec l'éclipse, le Soleil disparaît et on voyait les étoiles, en particulier une qui était légèrement derrière le Soleil. C'était la fameuse expérience d'Eddington. On s'est aperçu après qu'il y avait des erreurs dans les calculs, mais le principe était encore bon. Ça arrive assez souvent. Tout ceci, ça obéit à un principe ultra connu en optique, c'est le principe de Fermat. Le principe de Fermat est relativement simple. La lumière va toujours prendre le chemin le plus court. Le chemin le plus court, le chemin le plus rapide, ce n'est pas forcément la ligne droite. À partir de ce principe, eh bien, on a pu voir que la lumière pouvait être déviée par des lentilles, pouvait être déviée par des différences de densité d'objets disons, transparents, et ainsi de suite. Toutes les lois de l'optique sont déduites de Fermat. Et vous voyez, là, je crois que c'est 1915 et 1919. Bon. Quand on prend l'avion, ou le bateau d'ailleurs, ça revient à peu près au même, à part que le bateau, lui, sera beaucoup plus lent, eh bien, on ne suit pas sur les surfaces la ligne droite. La ligne droite sur une carte de Mercator, c'est une projection classique, n'est pas le plus court chemin d'un point à l'autre. Si vous regardez les trajectoires des avions, pour aller par exemple de Paris à New York, eh bien, ils remontent assez franchement vers le nord pour redescendre. C'est le plus court chemin qui existe. Eh bien, pour la mécanique, c'est exactement la même chose. Le plus court chemin n'est pas forcément la ligne droite. C'est ce qu'a dit Fermat, et c'est ce qu'on applique avec les trous noirs. Ça, c'est Schwarzschild. C'est le premier qui a commencé à déterminer les particularités spéciales de ces trous noirs. En fin de compte, le trou noir élémentaire, celui qui est immobile, le brave petit trou noir classique, d'après ce qu'on peut croire, eh bien, c'est lui qui l'a déterminé. Et il a déterminé une constante qui s'appelle le rayon de Schwarzschild. En dessous de ce rayon, la lumière ne peut plus ressortir. Rien ne ressortira du trou noir. Ce rayon, que vous avez noté ici en dessous, RSCH, eh bien, peut se trouver très facilement avec une formule, en application de la gravité, 2 fois G, G c'est la constante de gravitation universelle, qui était déterminée non pas en système métrique, mais un autre système autrefois par Newton. Grand M, c'est la masse du trou noir, et C2, C, c'est le carré de la vitesse de la lumière. Autrement dit, à peu près, non pas 300 000 km par seconde, mais 300 millions de mètres par seconde. Vous voyez que ça fait quand même quelque chose d'énorme au dénominateur, et par conséquent, le rayon sera forcément petit, même si G est relativement important. On représente ici en 2 dimensions les géodésiques de 2 trous noirs. Vous remarquez que le premier trou noir, celui qui est à gauche, les géodésiques ne changent pas de forme. Il est immobile. C'est le trou noir de Schwarzschild. Tandis que dans le second qui tourne, les géodésiques se tordent. C'est le trou noir de Kerr. En gros, nous avons les mêmes lois. Ça ne change pas énormément de choses, à cette différence près
que dans le deuxième cas, il va y avoir une force supplémentaire due à la rotation. L'énergie portée par les rayons lumineux n'est pas la même en fonction de la couleur. Cette énergie va influer directement dans la capture du rayon lumineux par le trou noir. Autrement dit, plus il y aura d'énergie, plus la capture par le trou noir sera difficile, par conséquent, plus le rayon lumineux devra être proche pour être complètement capturé. C'est ainsi, par exemple, que le rouge, qui a une énergie plus faible, va être capturé le premier, au large. Ensuite le jaune, le vert, le bleu, le violet, et enfin, tout près du centre, l'ultraviolet. Le rayon de Schwarzschild, lui, il ne tient pas compte de ça, il tient compte de tous les rayons lumineux, c'est-à-dire qu'il est encore plus petit que ceci. En fin de compte, la conclusion normale, c'est que les effets du trou noir, la capture, ne sera pas de façon uniforme, mais commencera bien avant le fameux rayon de Schwarzschild. L'attraction deux objets matériels ou autres va commencer bien avant l'attraction de la lumière. C'est pour cela, en fin de compte, qu'on peut détecter les trous noirs, puisque à une assez grande distance, quand on parle d'une assez grande distance, c'est seulement quelques centaines de kilomètres, quelquefois plus quand même, à une assez grande distance, il y aura déjà l'attraction des étoiles. Si l'attraction ne se faisait que sur le rayon de Schwarzschild, on ne verrait rien du tout, ce serait beaucoup trop petit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des étoiles, étant donné que le champ de gravitation, l'attraction du trou noir est considérable, la variation est extrêmement importante sur une petite distance. La Terre n'a pas une très grosse masse par rapport à ces étoiles et surtout par rapport à ces trous noirs. Par conséquent, il faut s'éloigner assez nettement de la surface de la Terre pour que la gravitation change. On n'est pas beaucoup plus léger au sommet du Mont Blanc qu'à Chamonix. C'est tout à fait normal. La différence se voit avec des appareils de mesure très précis, mais on ne la sent pas. Par contre, si on avait, imaginons le pire, si l'on peut dire, un pic qui monterait à 30 ou 40 000 km, là on sentirait très nettement la différence de gravitation. Eh bien, pour le trou noir, on n'a pas besoin de s'éloigner. Il suffit simplement d'avoir une distance, là on dit, de l'ordre d'1 mètre, pour avoir une différence d'attraction de plusieurs dizaines de millions de la valeur de la gravité sur Terre. Les forces de cohésion d'un corps solide sont beaucoup trop faibles pour résister à cette attraction. C'est littéralement déchiqueté. D'ailleurs, ce serait déchiqueté bien avant. Alors, les premières découvertes ont été faites avec le fameux trou noir qui est dans la constellation du Cygne. On appelle la plupart du temps ICE1 d'ailleurs. Alors, vous avez plusieurs photos représentant ce trou noir. L'un, c'est à la fois radio et optique, c'est-à-dire en fin de compte des longueurs d'onde assez importantes. Et on s'aperçoit ici qu'au centre, il y a une tache un peu plus lumineuse. On n'a aucune chance de voir le trou noir, sauf dans des cas très particuliers. Il est vraisemblable que le trou noir se trouve ici. On le voit beaucoup mieux avec une vue dans les 6 cm. Vous voyez, on retrouve ces deux parties qui sont des nuages qui doivent être attirés, des nuages très importants. Et là, l'endroit où ça, le trou noir avale la matière. C'est toutefois la conclusion. On dirait les absents. Là, vous avez à peu près la même chose. Autre photo avec des fausses couleurs qui représentent les deux masses, les deux nuages, en train de s'agglomérer, vraisemblablement en train de tourner d'ailleurs autour de ce trou noir. Étant donné que, on l'a vu tout à l'heure avec les ultraviolets, les trous noirs sont plus actifs dans certaines zones, plus que dans le visible,
eh bien, on a détecté les premiers trous noirs avec des radiotélescopes. Vous direz, c'est pas du tout la même chose, effectivement, mais c'est des ondes radio d'un autre type, d'une autre longueur d'onde. Et on a détecté ce trou noir qui se trouve à cet endroit. À partir de là, eh bien, on a pu réaliser des spectrographies. Vous savez que lorsque un objet s'éloigne de nous, il a tendance à avoir ses émissions décalées vers le rouge. C'est le fameux redshift. Lorsqu'il se rapproche, c'est le contraire, c'est bleu. On n'a jamais découvert dans l'univers d'objets qui se rapprochaient de nous, tout au moins à une certaine distance assez importante. Mais, lorsque la matière tourne autour du trou noir, eh bien, on peut très facilement concevoir que si elle tourne, d'un côté, elle va s'éloigner, mais après, elle va se rapprocher. Donc, cette image que vous avez ici montre que dans la partie qui est située à droite, la matière est en train de s'éloigner, alors que dans la partie qui est située à gauche, la matière est en train de se rapprocher. Conclusion, c'est en train de tourner. Quant à la partie verte, eh bien, c'est elle qui reste à peu près immobile parce qu'elle est juste dans l'axe, sans doute, d'absorption de ce trou noir. Je vous ai dit en introduction qu'on avait expliqué l'activité phénoménale des quasars qui sont situés très loin et qui sont extrêmement lumineux, plusieurs millions de fois la luminosité de la Voie lactée, par l'existence de trous noirs. Donc on a essayé de photographier les centres de ces quasars, très petite surface par rapport à une galaxie qui est beaucoup plus importante, et dans cette petite surface, eh bien, la luminosité est très importante. Ces photos sont prises en novembre 1987. Lorsque l'objet n'est pas assez massif, c'est-à-dire qu'il ne représente que 2 à 3 fois la masse du Soleil, il n'est pas capable de se compresser suffisamment et donne ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Certaines de ces étoiles à neutrons sont des pulsars, c'est comme ça qu'on les repère, elles émettent d'énormes radiations, soit dans les rayons X, soit dans les rayons des radiations radio, etc. Dans le cas du trou noir, le centre, lui, du fait qu'il absorbe tout, est complètement vide. En fin de compte, c'est la différence essentielle. Le trou noir se forme à partir d'une étoile qui aurait une dizaine de fois la masse solaire. Mais ce n'est pas la seule formation des trous noirs. Voici une autre image, 2 étoiles qui brillent un peu plus. Et voici la même image, c'est toujours le même cas, la source sinus X1 qui a été refaite, beaucoup plus grosse. Vous remarquez les différentes couleurs qui montrent que au niveau des pixels ici, parce qu'on peut pas aller beaucoup plus loin, il y a vraiment un très gros remue-ménage. Pendant un certain temps, à part pour les quasars, on avait estimé que tous les trous noirs provenaient d'une étoile très importante qui s'est effondrée. Il faut se souvenir que lorsqu'une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil arrive en fin de vie, la pression de radiation est beaucoup trop forte pour maintenir la cohésion de l'étoile. Cette étoile va gonfler très rapidement, en fin de compte, elle va exploser. On appelle ça une supernova. Seulement, il reste un résidu. Elle expulse ces matériaux extérieurs, ça fait un nuage de gaz qui va servir ultérieurement à former d'autres étoiles, les planètes aussi d'ailleurs par la même occasion. Mais le noyau, lui, va se contracter sur lui-même du fait de la gravité. Cette gravité étant extrêmement importante, les atomes vont disparaître et vont se condenser. Si la masse est plus faible que celle-ci, ça va faire l'étoile à neutrons précédente, c'est-à-dire une étoile de très forte densité qui correspond à plusieurs centaines
de tonnes par millimètre cube. Vous voyez ce que ça peut donner. Mais si la masse est encore plus importante, ça ne s'arrête pas là. L'étoile à neutrons, les neutrons sont dépassés. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment, ni ce que cela va donner. On ne peut pas le recréer. On voit les étoiles à neutrons, on sait comment ça se produit. Il y a des théories, il y a des explications là-dessus. Mais après les neutrons, qu'est-ce qui se passe? C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle les conditions limites, et les conditions limites sont très mal définies à l'heure actuelle. C'est pour cela qu'un certain nombre d'astronomes doutent de la réalité de ces trous noirs. Ils pensent que c'est quelque chose comme une étoile à neutrons un peu plus perfectionnée ou un peu plus dense en quelque sorte. Bon. On n'est pas là et je ne saurais pas vous dire s'il y en a eu plus de juste que d'autres. Mais il y a quand même des explications. Alors vous avez le trou noir stellaire qui est, semble-t-il, le plus répandu. Alors ici, un petit montage que j'ai trouvé. Les particules, vous voyez, s'agglomèrent et se bloquent les unes contre les autres. Vous savez très certainement que nous sommes formés à base d'atomes. Les atomes, c'est un tout petit noyau et très loin autour des électrons. Autrement dit, on est essentiellement du. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est le cas. Lorsque nous avons une compression, les premiers qui s'en vont, ce sont les électrons. Il reste les noyaux. Les noyaux se rapprochent. En principe, ils sont chargés positivement, donc ils devraient se repousser. Mais du fait de la gravitation, ils se rapprochent et se collent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le noyau est formé de deux types de particules, les protons qui sont positifs et les neutrons qui sont neutres. Sous l'effet de ce rapprochement, tout va se transformer en neutrons. Mais l'intérieur des neutrons n'est pas homogène. C'est trois particules qui s'appellent les quarks. Et ces quarks peuvent encore se condenser. Donc en fin de compte, dans le cas du trou noir, on doit avoir une condensation de ces quarks. Mais compte tenu de la taille mesurée, présumée des quarks, on n'obtient quand même pas la densité espérée. La densité espérée devrait être beaucoup plus importante que cela encore. Donc ça ne s'arrête pas, certainement pas à ce niveau. On dit que les trous noirs absorbent tout. Mais du fait de l'énergie de rotation, il arrive quelquefois aussi qu'ils éjectent. Et quelquefois, on aperçoit, vous voyez ici pour M87, un jet de matière qui sort de ce qui serait sans doute un trou noir. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est le fameux effet de fronde. En un tourbillon, on peut être aspiré, mais si on arrive à le décaler correctement, on peut s'en échapper. Donc la matière peut... Ça. Vous avez également ici deux schémas de photographie qui sont supposés représenter un trou noir, l'une et un grandissement de l'autre. Optique, rayons X. Par rapport à la lumière visible, l'optique, comme on dit, les rayons X sont des longueurs d'onde beaucoup plus faibles et une énergie beaucoup plus forte. Ce sont évidemment des fausses couleurs. Autre photographie, tout ça c'est classé dans les trous noirs. J'en ai pas un certain nombre puisque ça permet. Deuxième catégorie de trous noirs. On a vu le trou noir qui est dû à une étoile fortement massive. On a trouvé des trous noirs au centre des galaxies. Il y en a un au centre de la nôtre. Deux théories sont possibles. Où le trou noir contribue à la structure de la galaxie, où le trou noir va absorber à long terme cette galaxie. Ce sera certainement à très long terme, parce qu'on en est très éloigné. Là, vous avez le trou noir grossi. On le reconnaît
très forte luminosité du centre. Luminosité qui ne peut pas être expliquée par des étoiles, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant. Pendant un certain temps, on pensait que seules certaines galaxies assez jeunes avaient ce trou noir. Maintenant, on a l'impression que non seulement toutes les galaxies en ont, mais en ont quelquefois plusieurs. Si bien sûr, on admet l'existence de trous noirs. Voilà deux représentations d'artistes de trous noirs. Ça vaut ce que ça vaut. Le premier cas, vous voyez, le trou noir est en train de pomper la matière d'une étoile, et en même temps, du fait de la rotation, il va rejeter deux faisceaux de chaque côté. Tout ça, ça s'explique par des lois mécaniques assez simples d'ailleurs. Bon, je ne dirai pas le dernier né parce qu'il a quand même plus de 74 ans maintenant. Hein, Hawking. On lui avait prédit, comme vous le savez, que cette maladie assez terrible, hein, qu'il ne vivrait pas au-delà d'une trentaine d'années. Non seulement il a vécu, mais en plus c'est le meilleur physicien de l'époque, le meilleur astrophysicien d'ailleurs. C'est lui qui a pensé que les trous noirs pouvaient s'évaporer, c'est-à-dire être conduits à une certaine disparition ou d'un certain temps. C'est la fameuse évaporation quantique. Alors en deux mots, la mécanique quantique, c'est une mécanique de probabilité qui s'applique aux particules. L'exemple le plus classique, qui est utilisé d'ailleurs dans les microscopes électroniques, très perfectionnés, ça s'appelle l'effet tunnel. Imaginez un mur qui fasse 4 mètres et que vous soyez capable de sauter 50 cm. C'est pas beaucoup, mais de toute façon 4 mètres, personne n'y arrivera. Eh bien, il y a des particules qui sont capables, alors qu'elles ne peuvent pas passer par-dessus, de traverser le mur. Alors qu'elles, logiquement, d'après la mécanique classique, elles ne peuvent pas le faire. Mais d'après la mécanique quantique, elles peuvent le faire et c'est vérifié. En fin de compte, tout ce qui est électronique, transistors et autres, c'est basé sur la mécanique quantique. Si on supprimait les applications de la mécanique quantique dans la vie courante à l'heure actuelle, il y aurait beaucoup d'appareils qui n'existeraient pas. Ben, lui a découvert que, contrairement à ce qu'on croyait, le trou noir ne gardait pas tout, mais il y avait un peu d'échappement. Et au fur et à mesure, du moment que l'absorption de matériaux était forcément limitée, eh bien, au bout d'un certain temps, en gros 100 milliards d'années, le trou noir pouvait complètement disparaître. Je vous ai parlé du fameux redshift. Bon, ici, c'est une des très rares photographies, un peu truquée, hein. Elle était beaucoup moins nette que ça, qui montre justement l'existence du mouvement autour du trou noir. Elle est un peu truquée parce qu'on a augmenté considérablement la taille du trou noir, de façon à rendre bien visible le tout. Vous avez d'un côté la matière qui s'éloigne, c'est l'auréole rouge. En fin de compte, elle est en train de rentrer dans le trou noir. Et puis il y en a encore qui est en train de danser autour. La verte, elle reste à peu près à la même distance, autrement dit, elle n'est pas encore absorbée. Puis la bleue, là, pour une raison ou une autre, eh bien, elle va vers vous. Pour combien de temps, ça on sait. L'entropie, c'est l'énergie. L'énergie du trou noir, en gros. On a calculé cette entropie avec une formule que vous avez ici, que je ne vous demanderai pas de retenir, c'est pas la peine. Et on a calculé aussi sa température. Alors, les valeurs, A, c'est l'aire de l'horizon. L'horizon qui correspond en gros, mais alors il faudra le varier en fonction de la nature du produit, des ondes, etc., à le fameux rayon de Schwarzschild. H bar, c'est une des constantes dont je vous ai parlé précédemment. C'est la constante de Planck. Elle intervient pour l'énergie des particules.
Alors il y a la constante H tout court, H bar, c'est en fonction des radians, c'est 2pi. H sur 2pi. Ça ne change pas grand-chose. Sachez simplement que si cette valeur avait été modifiée de seulement 1 ou 2 millièmes, on n'existerait pas. En plus ou en moins, la matière ne pourrait pas se constituer. On est vraiment tombé pile. Bon. K, c'est la constante de Boltzmann qui intervient dans les corps noirs. Même topo, hein. Constante qui doit être choisie minutieusement. Je ne sais pas qui l'a choisi d'ailleurs. Grand G, c'est la constante de gravitation. Ça, on l'a calculé aussi. C'est la constante de gravitation donnée par Newton, qui a été recalculée par la suite. C'est la vitesse de la lumière. Bon, et puis vous savez, grand N, qui est la masse du trou noir. Et bien vous avez tous les éléments pour calculer à la fois l'énergie, l'entropie du trou noir et sa température. Oui, je vais en prendre une autre fois. Voilà, oui. Bon, on change maintenant, on viendra plus tard avec d'autres formules, mais enfin pour l'instant. Donc, à partir de ces formules, c'est pour ça que je vous ai donné, eh bien, Hawkins a pu déterminer qu'il y avait une déperdition. Voilà. Et cette déperdition, eh bien, ça s'appelle une perte d'information. En gros, l'information doit être conservée. C'est-à-dire les éléments qui sont caractéristiques des éléments matériaux devraient rester. Dans le trou noir où tout est broyé, ça devrait en principe disparaître. Mais ça, c'est contradictoire avec les lois de la physique. Donc il fallait en principe retrouver l'information. Eh bien, l'information retrouvée avec l'évaporation. En fonction de l'évaporation, on retrouve les informations qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire les constantes ou les variables qu'il y avait. Ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et Hawkins a déterminé ceci. Maintenant, mais ça c'était le cas le plus gênant, si l'on peut dire, c'est comment ça pouvait se faire. Puisque, on a dit tout à l'heure, que lorsque les matériaux étaient littéralement broyés, on devait dépasser la nature du plus petit élément qu'on connaissait, c'est-à-dire le quark. Il disparaissait. S'il disparaissait, l'information disparaissait avec lui et puis rien. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose après. Tout au moins pour répondre à la question d'Hawkins. Et ce quelque chose eh bien, a été découvert après maintes considérations. On a estimé que toute la matière était constituée de petites cordes vibrantes, minuscules, bien plus petites que tout ce qu'on pouvait imaginer, à l'échelle, comme on dit, de Planck, c'est-à-dire le plus petit élément possible. Et en fonction de la vibration de ces cordes, en fonction de leurs caractéristiques, eh bien, on avait différents matériaux. Et elles étaient conservées dans le trou noir, puisqu'elles étaient vraiment la limite possible de la matière. On est retombé en quelque sorte sur ses pieds avec cette théorie. La théorie des cordes n'avait pas été faite pour les trous noirs, elle avait été faite pour d'autres éléments qui posaient beaucoup de problèmes. Cette théorie n'est pas vérifiable. On ne peut pas construire d'expérience pour la déterminer. C'est ça le problème. Les énergies qui seraient développées seraient supérieures à l'énergie que développe le Soleil pendant toute sa vie. Donc il est hors de question de pouvoir détecter des cordes. Elles sont beaucoup trop faibles. Seulement, au point de vue théorique, ça marche. Ça marche. Je ne ferai pas la théorie des cordes, j'en ai fait 2 exposés qui durent chacun 1h30 et qui sont assez ardus. Ce n'est pas l'objet d'ici. Donc, un trou noir doit être considéré comme un immense enchevêtrement de cordes. C'est la seule façon, à l'heure actuelle, il y en aura peut-être d'autres par la suite, de justifier l'existence des trous noirs. Si on admet la théorie des cordes, si on admet que le trou noir est donc un enchevêtrement de cordes, ça marche. On retrouve tous les éléments dont on a commencé à faire l'exposé. Si les cordes n'existent pas, on ne voit pas ce que peut être un trou noir. Voilà. Alors maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de l'évaporation des trous noirs. Compte tenu du laps de temps nécessaire, il est évident qu'on n'a absolument aucune chance de les voir. De toute façon, est-ce qu'il existera quelque chose à cette époque-là? C'est ça, ce serait le moins étonnant. Alors le trou noir,
vous atteindront une masse restante positive. Alors là, je n'ai pas tellement bien compris, je vous l'avoue, j'ai quand même noté. Ça voudrait dire que la masse d'un trou noir est négative, et la masse d'un trou noir ne peut pas être négative, on ne sait pas ce que c'est qu'une masse négative. Positive par rapport à quoi? Peut-être par rapport à la masse minimum nécessaire pour qu'un trou noir existe. C'est possible. Passons. S'arrêteront de s'évaporer lorsqu'il ne restera que des particules ayant la masse de Planck. Les particules avec la masse de Planck sont des particules très petites. Mais ça ne correspond pas au corps. Les corps sont encore plus petits que ça. Ils continuent de s'évaporer jusqu'à ce que la masse devienne négative. Là aussi, ça peut paraître assez curieux. Moi, ça m'a un peu surpris ceci, mais je note quand même. Alors, la solution logique, ils disparaîtront complètement. Bon. Ils disparaîtront en formant des singularités nues, limites visibles de l'espace-temps. Bon, ça c'est relativement simple, c'est finalement les plus petites particules qui peuvent exister. Ça reprend un peu les particules de Planck de tout à l'heure. Ce sont des suppositions, mais comme on s'interroge essentiellement sur ce que ça va devenir, ça vaut ce que ça vaut. Vous avez ici deux diagrammes. Dans le premier, vous avez un diagramme qui va donner le masse volumique et de l'autre côté l'énergie. Vous utilisez exactement l'énergie sur la masse du trou noir. Vous avez trois zones. Dans la première zone, il n'y a que des radiations, radiation pure. Dans la deuxième zone, radiation et cordes. En fin de compte, c'est dans cette zone que nous nous trouvons. Il faut un certain rapport entre l'énergie et le volume. Trouvons, je dis nous, mais en fin de compte, toute la matière visible, y compris les objets les plus exotiques, tels que les étoiles à neutrons, pulsars, etc. Et puis enfin, eh bien, dans le dernier espace, trou noir et radiation de Dawkins, c'est dans cette zone-là qu'évoluent ces formules trou noir. Vous voyez que la zone est assez vaste. Dans le deuxième, vous avez l'entropie, donc l'énergie du trou noir, et ensuite le rapport de l'énergie sur la masse. L'objet que vous avez ici, c'est les valeurs, la première courbe qui est ascendante, là, c'est la valeur donnée par les rapports mesurés des trous noirs supposés tels. Et puis vous avez, avec la droite, la valeur correspondant à la théorie dite des cordes. Bon, ça ne coïncide pas totalement, comme vous pouvez le constater, puisque la corde, avec les valeurs qu'on a pu mesurer, ou tout au moins qu'on a pu déduire de la théorie, parce qu'on n'a rien mesuré du tout à ce niveau-là, eh bien, correspond à peu près à la ligne simplifiée du trou noir. Ce graphique tendrait à prouver que la théorie des cordes explique un peu quand même, un peu mieux que tout le reste, l'existence à la limite des trous noirs. Dans la théorie des cordes, ces fameuses cordes ont un nombre important de dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Si vous avez un simple fil, on ne mesure que la longueur. L'épaisseur étant très faible, un cheveu par exemple, il n'y a que la longueur. Ça s'appelle un élément à une dimension. Pour une surface, vous avez deux dimensions. Longueur, largeur. Un volume comme cette pièce, eh bien pour le repérer, longueur, largeur et hauteur. C'est trois dimensions. La quatrième dimension, c'est le temps. Les variations de l'objet en fonction du temps. Eh bien, on pense que l'espace possède beaucoup plus de dimensions que cela. Et peut en posséder jusqu'à 9 dimensions, plus la 10e qui est le temps. Mais que ces dimensions, comme dans le cas d'une ficelle, sont enroulées les unes sur les autres. La théorie des cordes estime donc que nous sommes dans un espace
à 10 dimensions, dont 6 sont enroulées et imperceptibles. Alors maintenant, dans cet espace, les cordes vont pouvoir se développer dans un certain nombre d'espaces, d'autres dimensions que les nôtres. Notre univers aurait été créé par 2 membranes composées de ces dimensions qui se seraient percutées. C'est ce qu'on explique ici avec l'intersection de P bras, membrane à plusieurs dimensions. Alors ça devient extrêmement compliqué, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est basé sur cette fameuse théorie des cordes. Il faudrait expliquer ceci beaucoup plus lentement et beaucoup plus longuement. Et donc, eh bien, on estime que le rayonnement Dawkins, c'est le détachement d'une des dimensions de ces membranes. Prenons par exemple une membrane à 3 dimensions dans laquelle on vit, il y aurait une dimension qui s'en irait. On serait raplati comme des greppes en quelque sorte. Et dans le trou noir, c'est qu'il peut se passer, à cette différence près que on ne connaît pas du tout le nombre de dimensions existant dans le trou noir. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser, puisqu'on était sur les trous noirs galactiques, à celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. La distance que vous avez ici est d'1 année-lumière, comme vous pouvez le voir. Et on s'intéresse à ce petit point-là, situé au centre de la galaxie. Vous avez un certain nombre d'objets, vraisemblablement des étoiles, quelquefois des étoiles doubles, qui sont situés dans cette zone qui est particulièrement dense. Et le centre que vous avez ici, alors il faudrait le repérer avec beaucoup plus de... Voilà, il va le faire là, à cet endroit-là. C'est un point qui s'appelle Sagittaire A, et qui est une toute petite région du centre de la galaxie. C'est dans cette région que l'on a découvert une source extrêmement puissante, radio, et qui serait la signature du trou noir. Voilà 2 photographies qui ont été faites de cette zone-là. L'une est un agrandissement à peu près 100 fois de l'autre. Vous avez un certain nombre d'étoiles et on grandit cette zone ici. Vous voyez ? Et il apparaît une zone beaucoup plus claire, si l'on peut dire, où il n'y a pas d'étoiles. Ça ne prouverait rien si on ne détectait pas le mouvement des étoiles autour. Car s'il y avait effectivement un trou noir, les étoiles qui sont autour devraient tourner et tomber. Les voir tomber, c'est assez difficile. Il faut arriver juste au bon moment. Regardez juste au bon moment. Mais les voir tourner, ça ne poserait pas de problème. Alors voici un autre plan de cette zone-là, avec des fausses couleurs. On a grossi cette petite partie. Vous connaissez la petite partie qui est ici en rosé. Voilà. Et c'est seulement cette partie-là, cette cavité, qui a été repérée. La cavité que vous avez vue tout à l'heure. La photographie réelle et le déplacement d'une étoile qui a été repérée, vous pouvez le voir, de à peu près 1992 à 2002. Et on la voit bien faire un trajet. La distance qui est repérée ici représente 2 jours-lumière, à peu près. Vous pouvez vous amuser à calculer, étant donné que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde. Voilà, vous avez 3600 secondes dans l'heure, 2 jours c'est 48 heures, on fait l'opération, ça fait quelque chose qui est quand même énormément plus grand que le système solaire, mais très petit par rapport à l'échelle de l'univers, puisque notre plus proche étoile, Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière, c'est tout la même chose. Mais
ça a permis de montrer ceci. Alors, regardez la valeur de l'arc, parce que nous, ce qui est important pour pouvoir détecter ceci, c'est la valeur de l'arc. Hein? Avec les instruments d'optique qui existaient encore il y a 150 ou 200 ans, on avait à peine la seconde d'arc. Là, on est à 5 centièmes de seconde. Hein, c'est considérable. Une seule étoile ne suffit pas pour déterminer avec certitude le centre de gravité du mouvement, c'est-à-dire la position du trou noir. Là, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est S2. Hein. Il y a S12, S1, etc. Tout ça a été représenté dans une zone qui est située dans cette zone de Sagittaire. Et on s'aperçoit que le centre de gravité de toutes ces trajectoires, qui sont des ellipses, elle se trouve ici. Et ici, eh bien, il n'y a rien. C'est la zone où il n'y avait pas d'étoiles. Donc on en a déduit qu'il y a quelque chose de très massif, qui est situé au centre du système solaire, et puis que ce quelque chose, eh bien, ça s'apparente aux conditions physiques qu'on donne au trou noir. C'est le trou noir central. Et puis, avec la même méthode, on en a recherché d'autres. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On regarde, et à l'heure actuelle, on en a trouvé plusieurs centaines. Beaucoup plus petits, mais qui correspondaient aux mêmes caractéristiques. C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas d'étoiles et des étoiles qui tournent autour, qui font des trajectoires, comme les planètes autour du Soleil. Alors après, en extrapolant, on estime qu'il y a peut-être plusieurs milliards de petits trous noirs, plus ou moins importants, autour de nous, qui sont inoffensifs parce qu'ils sont trop petits. Ils ne peuvent pas attirer des trop grosses masses. Oui, alors là, c'est le défaut qui est dû à l'appareil, hein, qui n'a pas le même système. Alors, je vais essayer quand même de vous le donner très rapidement. Vous avez 4 types théoriques de trous noirs, qui sont en fonction du moment cinétique. Le mouvement cinétique, c'est la même chose que le mouvement cinétique, l'énergie cinétique, mais de rotation, un moment, qui sont en fonction de la charge électrique du trou noir, sa masse étant toujours positive. Eh bien, en fonction de la masse toujours positive, vous pouvez avoir avec un moment cinétique nul, c'est-à-dire en fin de compte un objet, un trou noir qui ne tourne pas, et une charge nulle, le trou noir classique de Schwarzschild. Si vous avez une charge nulle, mais un trou noir qui tourne, ça s'appelle le trou noir de Kerr. Et puis enfin, un peu plus compliqué, si vous avez un trou noir qui n'a pas de qui n'a une charge autre que nulle, positive ou négative, mais qui ne tourne pas, c'est un trou noir de Resner-Norton. Et enfin, le trou noir de Kerr-Newman, lui, il a à la fois une charge et il tourne. C'est plus compliqué à mettre en équation. Vous avez plusieurs types de trous noirs en fonction de la masse. Ça, c'est en fonction de ses caractéristiques physiques. Les trous noirs primordiaux, qui, d'après ce qu'on estime, existaient dès la formation de l'univers, c'est-à-dire en fin de compte, 1 million d'années après le Big Bang. Vous avez les trous noirs stellaires, on les a vus, ils sont formés d'une étoile qui s'effondre. Les trous noirs intermédiaires, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Ils peuvent être très petits, un peu plus gros. Et puis enfin, les trous noirs supermassifs, ceux qui sont au centre des galaxies, surtout au centre des quasars, c'est les plus gros. On en a découvert un, j'en ai parlé dans la dernière réunion, et bien on en a découvert un assez récemment, qui dépasse en taille tous ceux qui existent, et surtout en âge très jeune. Et ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'on s'était faite de la formation de l'univers. En fin de compte, le trou noir avait déjà été formé pratiquement au départ, alors qu'on pense que les trous noirs se formaient progressivement par accrétion, attirance de la matière qui était autour. Vous voyez qu'il y a plein de questions sur ces petites bêtes que sont les trous noirs. On est très loin d'avoir tout découvert et surtout d'avoir fait une théorie qui se tient. Je vous ai parlé
des diagrammes qui sont utilisés pour déterminer les caractéristiques, non seulement des trous noirs, mais de l'espace autour du trou noir. Alors vous avez simplement, alors ça c'est le plus simple, hein, c'est le diagramme de Penrose. Bon. Je ne vous parlerai pas des caractéristiques qui sont autour, ni des calculs qui se font avec ce petit truc. Vous voyez? C'est le signe des différentiels, vous avez des cosinus, des exponentielles, vous avez tout pour clair. Par contre, ça c'est plus simple à comprendre. Nous sommes dans cette zone, la zone blanche, qui correspond aux caractéristiques physiques qui permettent à la matière d'exister. Seulement si on admet ceci, avec l'utilisation de formules de ce genre, il faut admettre l'autre côté, qui s'appelle l'espace miroir, où on inverse les coordonnées, les constantes. Et puis, vous avez en clair, là et là, l'espace classique et l'espace avec singularité. C'est-à-dire, en fin de compte, les problèmes qu'on ne comprend pas bien. Vous avez ici la trajectoire de deux particules, ou de deux objets, deux étoiles, peu importe, dans l'espace classique. Lorsqu'on évolue dans cet espace-là, tout va bien. Si on évolue ici, vous voyez qu'on rentre dans la zone grisée. Alors ça signifie que les constantes vont changer, valeur compression. En fin de compte, c'est la limite de Schwarzschild qu'on retrouve ici avec R. À chaque fois, on change d'espace. Mais ce qui peut paraître assez bizarre, c'est que si on admet l'existence ou la réalité de tels graphiques, ben, ça consiste à dire qu'il y a autre chose après le trou noir. Imaginez que la particule s'en aille un peu vers ici, ben, on rentre dans l'espace miroir de l'autre côté. Et là, on n'a absolument aucune idée de ce que ça peut être. Hein. On dirait comment a-t-on trouvé ça? Ben, tout simplement en calculant les équations de ce genre. Alors le système de coordonnées dérivé de celui de Kruskal, alors bon, n'en parlons pas, c'est pas la peine, ça donne des équations de ce genre. Ça s'appelle la recherche fondamentale, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver, et surtout si on va le trouver. Bon, les paramètres d'un trou noir. Le premier paramètre, c'est le plus intéressant. C'est le rayon de Schwarzschild, qui est commun à tous les trous noirs, ou tout ce qu'on estime être les trous noirs. Lorsqu'on a simplifié cette formule, vous voyez, on a G, la constante de gravitation universelle, M la masse sur C au carré. Dans la deuxième partie, c'est la même formule, on a résumé ici en fonction de la masse du Soleil. Vous voyez, la masse avec cette espèce de petit rond et un point au centre, c'est la masse du Soleil, c'est le symbole du Soleil. Et en fonction de la masse du Soleil, c'est la masse du Soleil actuelle. Elle ne risque pas de devenir un trou noir parce qu'elle éjecterait beaucoup trop de matière pour le devenir. Mais ici, si la masse résiduelle du trou noir est égale à la masse du Soleil, eh bien, vous avez un rayon de Schwarzschild, donc le rapport M sur M Soleil, ça fait 1, qui est 3 km. Autrement dit, si on a un trou noir qui a la masse actuelle du Soleil, le rayon de Schwarzschild sera 3 km. La zone noire ne représentera qu'un rayon de 3 km. C'est pour ça qu'on ne risque pas de le voir. Hein. Il est beaucoup trop petit, sauf s'il était à proximité, dans ce cas, ça serait très mauvais pour nous. Bon. Vous avez la densité, ρ, ouais. On peut résumer 1 sur le rayon du Schwarzschild au carré. Vous avez la masse de, alors ça c'est de Hawkins, éjecté, et la vitesse d'éjection de Hawkins, qui est donnée aussi. Bon, le reste, on peut tout calculer avec ces formules-là. D'autres formules qui sont déduites des précédentes, la période. Et vous pouvez voir qu'on peut toujours ramener ceci, c'est ça qui est assez intéressant, puisqu'on ne comprend pas grand-chose avec les trous noirs, on peut toujours ramener les formules avec un système relativement simple qui correspond au rapport des masses. Dans le dernier, vous pouvez voir qu'avec 10 puissance 74, ça va donner un système énorme. Petit détail dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand une étoile ou un objet s'approche du trou noir, il est déchiqueté.
certains estiment que l'extraction de matière, c'est-à-dire la partie déchiquetée, va se faire dans un seul axe. C'est ce qui est représenté un peu ici sur la partie gauche. L'objet qui est initialement bleu clair va être soumis à un différentiel de gravité qui va l'étirer. Un peu à la manière d'un ballon de foot qui se transformait en ballon de rugby avant d'être transformé en corps. Dans l'autre cas, il y a un épluchage littéral dans toutes les dimensions. Vous voyez l'objet noir correspond à l'objet qui s'approche. Sous l'effet de la gravité, il va s'allonger, puis ensuite il va s'en aller, il va s'effilocher. C'est l'objet bleu clair qui est ici. Alors tout ça, ce sont des théories qui sont données et qui sont très difficiles à vérifier. Ça dépend sans doute d'un certain nombre de choses. Le spécialiste des trous noirs, c'est un dénommé Martin Riss. Vous avez une partie de son tableau. On reconnaît certains diagrammes qu'on a eu tout à l'heure, hein, le diagramme de l'entropie, hein, avec les différentes lignes possibles, puisqu'on n'en a donné qu'une seule dans le diagramme que je vous ai fourni. Et puis des calculs. Ça s'amuse passionnément. En fin de compte, eh bien, d'où viennent ces trous noirs? Vous avez ici un tableau qui va permettre de résumer tout ce que j'ai dit en quelque sorte. Le gaz intergalactique va être condensé. Ça peut former des étoiles ou ça peut laisser rester à l'état de nébuleuse. Vous pouvez avoir par accrétion, par le vent solaire, par contraction, des objets supermassifs qui vont ensuite se contracter et donner des trous noirs massifs. Ça peut provenir d'étoiles, amas d'étoiles compactes, plusieurs étoiles, une seule étoile très grosse, plusieurs étoiles moins grosses qui s'agglomèrent. Il y a plusieurs possibilités. Et à chaque fois, ça va donner ce trou noir massif. Le plus important, le plus amusant, qu'est-ce que les trous noirs viennent faire dans l'univers? Autrement dit, la finalité du trou noir. C'est le principe anthropique de tout à l'heure. Hein. Bon. L'univers est fait pour qu'on puisse exister dedans, ou nous, on est fait pour exister dans l'univers. Mais les trous noirs, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Eh bien, la première chose, qui dépend directement, si l'on peut dire, de la théorie des cordes, c'est qu'avec une corde, on peut passer d'un brame à l'autre, c'est-à-dire d'une partie de l'univers à l'autre. C'est un raccourci. C'est un peu comme si, avec une montagne, on creusait un tunnel pour passer dessous. Eh bien, ici, la trajectoire de la lumière va partir d'ici et faire ce très long trajet. Ça va prendre beaucoup de temps, ça paraît très loin, c'est ce qu'on voit. Mais le trou noir va permettre de communiquer directement, sans passer par la surface, ou plus exactement la nature de l'univers. C'est une supposition qui implique qu'il y ait une sortie. Ben ça s'appelle le trou de verre, c'est le nom qu'on donne ici. Hein. C'est exactement comme un verre dans une porte de placard. Hein. Ça permet d'éviter d'ouvrir, ça permet de passer plus facilement. Mais si on suppose que la matière et la lumière s'engloutissant d'un côté va ressortir de l'autre, on appelle ça un trou blanc de l'autre côté. Et les trous blancs, on n'en a pas vu. Donc, ils sont peut-être ailleurs, on s'en sert. Seconde supposition, puisqu'on travaille dans l'espace-temps, la quatrième dimension pour nous c'est le temps, eh bien le trou noir va permettre de changer de temps. C'est le fameux pont d'Einstein-Rosen, qui va permettre de passer du passé au futur ou du futur au passé, on ne sait pas exactement. Les trous noirs, ce sera en quelque sorte des moyens de transposer le temps. Évidemment très risqué, puisque quand on a vu qu'on était complètement déchiqueté, on ne risque pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Bon. Celui qui me paraît le plus intéressant, c'est celui-là. Le trou noir passe d'un univers à un autre. Si on se souvient bien de ce qu'on a dit tout à l'heure, avec cette fameuse évaporation d'Hawkins, et cette évaporation qui correspondrait à la disparition d'une dimension,
On pourrait tout à fait légitimement penser que les trous noirs qui sont dans notre univers vont perdre une dimension de notre univers, c'est-à-dire passer d'un univers à 4 dimensions, à de l'autre côté un univers qui va être créé à 3 dimensions. Et on pourrait penser aussi que le fameux Big Bang dont on parle, eh bien c'était tout simplement un trou noir qui provenait d'un univers à 5 dimensions. Il en a perdu une, et on récupère un univers à 4 dimensions. Ça correspond à un certain nombre d'hypothèses, parce qu'on est très loin, on va jamais sans doute les vérifier, ça correspond à un certain nombre d'hypothèses qui consistent à dire que le trou noir s'est formé de cordes enchevêtrées, il y en a qui s'en vont et qui emportent avec elles, dans l'évaporation d'Hawking, une dimension, il ne reste plus que deux. Alors, ainsi, on aurait une succession d'univers, je ne dirais pas emboîtés les uns dans les autres, mais qui se succéderaient les uns après les autres. C'est la théorie, je ne dirais pas à la mode à l'heure actuelle, mais c'est une théorie qui, finalement, à mon avis, est un peu plus réaliste, si on peut dire, que le passage du passé au futur ou du futur au passé, ou le trou de verre qui permettrait de transpercer l'univers, compte tenu du fait qu'on n'a jamais trouvé de trou blanc. Voilà. C'est vous dire que on est très loin de savoir de quoi il s'agit avec les trous noirs. Alors, vous pourrez trouver tout ce que je vous ai dit. Ça occupe une dizaine de bouquins de personnes différentes. Et qui vous prouve ça, je ne dirais pas avec A plus B, mais avec des petites formules de ce genre. J'espère que je ne vous ai pas trop sauvé.